quand il y a des grandes manifestations de week-end comme ça, on a vu hier, samedi, c'est entre un sixième et un septième de la population de la Serbie qui était dans la rue. Je pense qu'il faut se rendre compte du truc, quoi. L'un des mots d'ordre, c'est corruption ubija, la corruption tue. Et c'est ça que ça veut dire. C'est que voilà, vous êtes là, vous attendez votre train, et puis parce que les choses n'ont pas été faites correctement, le toit s'effondre et vous y laissez la vie. Et ça, c'est insupportable. L'intelligence des manifestants, c'est que la mobilisation a pris et s'est échappée du blocage des facs. La question de l'après reste ouverte. Parce que un régime illibéral, ça peut se dégommer à deux conditions. Vous avez une pression par le bas qui existe, et puis vous avez la pression par le haut qui sont les piliers du régime. Les piliers du régime, c'est, selon les cas, la police, l'armée, les médias, les soutiens internationaux, la finance, tout ce que vous voulez. Ça, pour l'instant, ça tient. Belgrade, où samedi, il y a eu un mouvement social d'une ampleur inédite. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées dans la capitale pour protester contre l'autoritarisme du régime de Vučić et exiger un plus grand respect de l'état de droit. Cette journée a marqué le point culminant des manifestations entamées en novembre, après l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad. Si les étudiants ont été les premiers à dénoncer la responsabilité des autorités et la corruption à l'origine de cet accident, la contestation a pris une autre dimension aujourd'hui. Le pouvoir du président Vučić est-il aujourd'hui fragilisé? Bonjour Loïc Trégourès. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des Balkans. On vous doit notamment le football dans le chaos yougoslave aux éditions Non-Lieu. La Serbie a déjà fait face à de nombreux mouvements sociaux. Quelle est la situation dans ce pays, Loïc Trégourès? Comme vous le savez, donc ça fait plusieurs mois maintenant que, sous l'impulsion des étudiants, des manifestations ont lieu très régulièrement et avec une sorte de crescendo comme ça, parce que les tactiques étudiantes permettent d'aller toucher l'ensemble du pays. Ils marchent partout dans le pays, ils vont dans les villages où d'habitude on ne va pas, ce qui permet d'attester que ce mouvement est populaire et que le régime, lui, subit une vraie fatigue dans les endroits où, théoriquement, les sources d'information sont en général la télévision publique ou uniquement les sources du régime. Donc ça nous permet de savoir que c'est populaire. Il y a eu d'autres, effectivement, dans les années précédentes, d'autres mouvements. Celui-ci prend parce que, comme pour les précédents, il y a des victimes de la corruption, des victimes de la violence du régime qui refusent d'accéder aux premières revendications des étudiants sur la transparence, sur la publication des documents liés à la réfection de la gare de Novi Sad. Et puis après, qui a été un incident, pardonnez-moi, je vous ai coupé Loïc Trégourès, mais ça a été un incident qui a frappé l'imaginaire, un peu comme l'accident ferroviaire qu'il y a eu en Grèce. Oui, parce que il y a une conjonction d'événements. En fait, cette gare venait d'être réhabilitée, reconstruite, avec, comme tout souvent, des contrats pas clairs, des montages bizarroïdes, des gens proches du pouvoir qui ont touché, enfin bref. Et la corruption. Voilà. Donc l'un des mots d'ordre, c'est corruption ubija, la corruption tue. Et c'est ça que ça veut dire. C'est que voilà, vous êtes là, vous attendez votre train, et puis parce que les choses n'ont pas été faites correctement, le toit s'effondre et vous y laissez la vie. Et ça, c'est insupportable. Et donc la mobilisation, ensuite, l'intelligence des manifestants, c'est que la mobilisation a pris et s'est échappée du blocage des facs. Bloquer une fac, c'est classique, mais l'intelligence des manifestants qui ont appris des fois précédentes, parce qu'il y a eu il y a eu des mobilisations précédentes très fortes, a été de sortir de là et d'essayer d'aller toucher l'ensemble de la population. Et dans ce sens-là, c'est un succès. Alors, quelles sont aujourd'hui les spécificités donc, de ce mouvement social? Il a débordé les facs, il est allé dans des zones rurales où jadis il n'allait pas. Est-ce qu'il réussit à recruter au-delà des étudiants? Parce que ça aussi, j'imagine que c'est un autre enjeu, Loïc Trégourès.
On a vu, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont quelque part, ils sont soutenus, accueillis par les gens leur font à manger, les gens les aident à dormir, leur fournissent des trucs. Donc on voit que Il y a un les soutien choses sont populaire. populaires. Les profs sont en grève, il y a eu des soutiens d'agriculteurs, il y a des soutiens des gens lambda. Hier à Obrenovac, qui est en banlieue de Belgrade, les gens sont venus lancer des œufs sur le maire parce qu'il a été aperçu dans le parc Pionnier avec la police et avec des pseudo-étudiants qui étaient là pour protéger le régime. Donc on voit que même un truc comme ça, les gens n'ont plus peur d'aller dans les petites villes, n'ont plus peur d'aller et aller se faire entendre. Donc c'est probablement plus facile pour les étudiants d'être mobilisés jour après jour, mais quand il y a des grandes manifestations de week-end comme ça, on a vu hier, samedi, c'est entre un sixième et un septième de la population de la Serbie qui était dans la rue. Je pense qu'il faut se rendre compte du truc, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le régime va quand même avoir des difficultés à ignorer, à poursuivre son activité sans tenir compte de tout cela. Oui, mais là où l'intelligence tactique a permis que ce mouvement soit aille dans des proportions qu'on n'avait pas vues depuis la chute de Milosevic, la question de l'après reste ouverte. Parce que un régime illibéral, ça peut se dégommer à deux conditions. Vous avez une pression par le bas qui existe, et puis vous avez la pression par le haut qui sont les piliers du régime. Les piliers du régime, c'est, selon les cas, la police, l'armée, les médias, les soutiens internationaux, la finance, tout ce que vous voulez. Ça, pour l'instant, ça tient. Donc, on voit bien que il y a une forme de rupture parce qu'il y a une fatigue profonde vis-à-vis de ce régime. Je ne m'avancerai pas pour dire ça y est, il est foutu. Parce que la différence avec le 5 octobre 2000, dont on parle beaucoup, et la chute de Milosevic, c'est que à l'époque, il y a plusieurs différences, mais la première, c'est que d'abord, il y avait une alternative politique, que c'est elle qui a mené avec les gens qui étaient à l'avant-garde des gens, pas comme maintenant où les étudiants font absolument attention de ne pas être politisés au sens proche d'opposants politiques. Et deuxièmement, ces opposants politiques, à l'époque, ils avaient dealé avec les groupes paramilitaires et la police pour qu'ils ne bougent pas ce jour-là. Ça veut dire que les piliers du régime s'étaient à ce moment-là retirés en considérant que Milosevic était fini. C'est pas le cas là maintenant, donc on peut pas D'accord, s'avancer là-dessus. il faut... Bon, quelle est aujourd'hui la nature de ce régime politique, le régime politique donc du président Vučić? Comment le qualifier et comment le situer? Parce que l'une des caractéristiques de Belgrade, c'est d'être très proche de Moscou. Euh, de- la vision stratégique de Vučić en espèce de ressucé yougoslave, c'est de s'arrimer à personne et de bénéficier, de prendre les bénéfices de tout ce qu'il peut vis-à-vis des autres. Je crois que c'est une erreur stratégique commise par les Américains et les Européens, de croire que si on n'arrime pas la Serbie à l'Europe, en fait, elle va aller vers Moscou. L'intérêt de Vučić, c'est de s'arrimer à personne. Donc, Mais si on fait ça, on retire aucun bénéfice de cette politique, et ça fait 3 ans que ça dure depuis l'agression russe en Ukraine. Mais au-delà parce de que ça, moi, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une proximité avec la Russie. Il y a déjà oui, une proximité avec les peuples. euh, bon, pas, l'opinion serbe après 10 ans d'espace médiatique contrôlé par le régime, mais c'est vrai, très poutinophile, à la fois russophile, mais poutinophile beaucoup, parce que Poutine incarne l'image de celui qui a récupéré un pays à genoux et qui fait la nique aux Américains, et ça, les Serbes adorent parce qu'ils ont encore à l'esprit les Bah oui. bombardements de 99. Mais donc le régime, alors la science politique fait émerger comme ça plein de concepts pour qualifier des régimes hybrides, donc on peut parler d'autoritarisme, compétitif, de tout ce qu'on veut, enfin, les faits, c'est que la Serbie a ouvert ses chapitres dans le chemin de l'intégration en 2013, et que si vous prenez n'importe quel classement international depuis 2013, c'est-à-dire dont Vučić est au pouvoir réellement depuis 2014, si vous prenez n'importe quel classement international, que ce soit Freedom House, Transparency, Reporters sans frontières, Democracy Index, tout ce que vous voulez, la Serbie recule. Donc il y a là un paradoxe sur lequel il faudra un jour s'interroger sur comment un pays qui est candidat à l'Union européenne, donc c'est-à-dire qui doit théoriquement acquérir l'acquis communautaire, les critères de Copenhague sur l'état de droit, la justice et tout ça, comment dans le même temps ce pays peut régresser à ce point dans l'ensemble des classements internationaux. Donc la situation de la Serbie, elle est celle-là. Et oui, c'est effectivement une situation assez inédite. Sur le plan économique,
quelle est la situation, la gouvernance? Donc on a compris qu'il y avait un problème de corruption terrible, mais en dehors de cela, est-ce qu'on peut dire que le régime dysfonctionne, Loïc Trégouès? En termes économiques, si vous voulez, la Serbie a été touchée comme les autres par, l'inflation, ce met beaucoup en avant les investissements étrangers. Pourquoi? Parce que la Serbie demeure le pays qui est quand même, central dans la région, central par, les routes de la soie chinoises, donc depuis la Grèce jusqu'à la Hongrie. Central parce que, c'est un pays dans lequel un certain nombre de constructeurs automobiles européens se sont installés et donc il y a toute l'affaire du lithium aussi qui avait provoqué la précédente très grande mobilisation en 2022. C'est pas fini d'ailleurs. Et donc Vucic a eu Il faut rappeler ce qu'est l'affaire du lithium. alors, pardon, l'affaire du lithium, c'est donc la Serbie dispose manifestement d'importantes réserves de lithium et les Serbes ils sont très opposés parce que d'abord ils ne font aucune confiance dans ce régime pour le traiter de façon propre, si tant est qu'on puisse faire du lithium propre. Et donc ça, c'était en 2022. Le gouvernement avait reculé tactiquement à l'époque et le Vucic a eu l'intelligence de signer le deal du lithium, non pas avec des Chinois, avec des Indiens ou je ne sais quoi, mais avec l'Union européenne et avec des Allemands en particulier. Si bien que ça lui permet de dire, vous voyez, on va faire propre et c'est les Européens qui vont s'en occuper. Et par ailleurs, ça met les Européens en porte-à-faux parce qu'aujourd'hui, vous observez leur silence vis-à-vis de ce mouvement. Et vous observez le fait que dans le mouvement lui-même, qui portent des valeurs qui sont de démocratie libérale. Ils ont publié un édit sur voilà, la corruption, la dignité, l'état de droit, la justice, tout ça, ça nous va très bien à nous. Mais en fait, ils n'ont pas confiance dans l'Union européenne parce que pour eux, l'Union européenne, c'est un truc qui soutient Vucic et qui est en plus tenu par cet accord lithium sur l'exploitation de ces ressources. Alors pourquoi l'Union européenne ne condamne-t-elle pas aujourd'hui ce qui est en train de se dérouler en Serbie, comme elle l'a fait par exemple pour la Géorgie? Parce que donc l'une des raisons, c'est que on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber, donc pour l'instant prudence. Vucic va à Bruxelles là cette semaine, on verra bien la façon dont Ursula von der Leyen l'accueille. Mais enfin en général, quand elle va à Belgrade, elle dit bravo pour vos réformes, c'est formidable. Donc il n'y a pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Je veux dire, on a beaucoup passé de choses à Vucic parce que on a une peur irraisonnée et à mon avis erronée que si on le pousse trop, il va tourner vers Moscou. Enfin, à mon sens, c'est une erreur, mais peu importe. Donc on en est là. C'est pour l'instant trop tôt pour condamner vraiment, condamner d'autant que les manifestants font très très attention à ne pas tomber dans les provocations du régime. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, c'est pas sale ce qui se passe. En Géorgie, on a vu des choses très sales de gens qui sont tabassés, arrêtés, machin. On n'a pas encore ces trucs vraiment très sales. Merci beaucoup Loïc Trégouès. Je rappelle que vous êtes spécialiste des Balkans et on vous doit notamment le football dans le chaos yougoslave. C'est aux éditions Non-Lieu.